Bon matin, je vous souhaite la bienvenue. Je vais laisser ma collègue Claudia faire la première introduction avant le webinaire. Oui, donc bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire La clé pour bâtir une expérience client harmonisée. Comme on entend beaucoup parler d'expérience client, d'engagement client, on sait que c'est de plus en plus important et c'est plus seulement un concept qu'on entend, c'est vraiment quelque chose qu'on va venir appliquer à nos stratégies marketing maintenant pour que le consommateur, dans le fond, soit heureux dans son expérience avec notre marque et qu'il soit, au bout du compte, fidèle. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Pascal Guay, notre présidente chez Dialogue Insight, qui nous fait la présentation et qui va nous expliquer quelle est la clé pour bâtir une expérience client harmonisée. Donc, pour nos habitués, vous le savez, je fais un petit rappel pour les autres. Donc, la présentation est enregistrée. On va vous la faire parvenir ainsi que la présentation PowerPoint par courriel après la présentation. Et si vous avez des questions pendant la durée du webinaire, vous pouvez les poser dans votre boîte de questions, dans votre panneau de contrôle, puis on va les prendre à la fin de la présentation. On va tenter de toutes y répondre. Donc, à toi, Pascal. Merci Claudia. Je voudrais peut-être commencer dans le fond pour juste par une petite mise en contexte. Comme disait Claudia, c'est très important maintenant la connaissance client, l'expérience client. Je me souviens, quand on a commencé en affaires en 99, on était super content d'avoir des clients qui avaient une liste d'adresses courriel. On n'avait que des adresses courriel, pas de nom, pas prénom. Quelques années plus tard, je dirais vers 2002-2003, là, on s'est retrouvé finalement avec maintenant des listes avec nom, prénom, courriel. Ça a été un bout de temps où ça a été demeuré comme ça. Je dirais que c'est peut-être dans les 5 dernières années qu'on a vu vraiment un accroissement de la connaissance client pour harmoniser toute l'expérience. Et maintenant, on va en parler un petit peu plus tard, mais on se retrouve vraiment avec des bases de données qui contiennent toute l'information sur les clients. Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de webinaire. Je suis contente d'être là ce matin. Cependant, ma fille a été très généreuse de donner sa grippe à mon conjoint qui m'a donné la grippe. Donc, vous excuserez peut-être si j'ai une petite toux ici et là. Je vais essayer de m'hydrater quand même en faisant la présentation. Alors, on va commencer tout de suite. Dans le fond, tel qu'on vous l'avait dit, il y a 3 éléments que je vais vous présenter ce matin. On va voir comment on peut reconnaître le client, comment créer un profil unifié pour personnaliser, puis on va parler aussi rapidement, très sommairement, du modèle d'attribution. Je vais vous en parler plus à la fin, vous expliquer un petit peu ce qui en revient. Dans le fond, la base de pourquoi on doit reconnaître notre client, mais vous le savez, vous avez des compétiteurs qui sont à côté de chez vous, en face de chez vous, dans la même ville, dans la même province, mais maintenant vous avez aussi la compétition internationale. C'est ça qu'on a un petit peu aidé avec la valeur du dollar canadien présentement, ou dans lequel le commerce en argent US est moins profitable pour les gens, donc on a une chance d'aller rechercher un petit peu d'affaires qui s'envoyaient aux États-Unis. Mais dans le fond, la reconnaissance client, c'est le moyen, dans le fond, de vraiment aller offrir des offres qui vont être pertinentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure de garder de l'intérêt du client. On en parle souvent dans le courriel, contrairement à l'envoi postal, mais dans le courriel, dans le web, dans tout, mais la personne peut facilement sortir du site web, elle peut facilement se désabonner d'un envoi d'infolette. Donc, il faut absolument lui offrir des offres pertinentes pour que la personne demeure avec un intérêt pour, dans le fond, justement, améliorer l'expérience client, que la personne sente qu'on connaisse, qu'on lui offre des produits qui sont en lien avec son besoin. Et aussi pour accroître, dans le fond, les revenus, c'est un des éléments aussi qui est très important, dans le fond, accroître les ventes, parce que si on s'adresse au client au bon moment, ça fait longtemps qu'on en parle, là, mais le bon message au bon moment, à la bonne personne, va déclencher davantage de résultats que si on envoie un message à tous. Je vais juste vous donner 3 exemples qui nous sont arrivés dans le fond, dernièrement, en fait, dans la dernière année, d'expérience client qui m'ont laissé un petit peu un arrière-goût. Le premier, dans le fond, puis je vous avise, ça, c'est pas, c'est pas mes pieds, mais dans le fond, j'étais en voyage au Costa Rica. Et oui, même si je suis en voyage, je lis mes courriels. Je réponds pas très souvent, sinon si c'est des collègues de travail. Mais dans le fond, je sais pas
dans quelle optique je lisais mes courriels cette fois-ci, mais donc je reçois un courriel de l'agent de voyage avec laquelle je viens de réserver mon voyage qui me dit que ben si j'étais partie la semaine plus tard, j'aurais payé 25% moins cher que si j'étais partie cette semaine-là. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un petit peu insultant parce que bon, on ne peut pas déplacer nos vacances parce qu'on est déjà rendu là. Alors là, c'était vraiment une expérience. J'ai fait comme ben, il me semble que plutôt que de m'envoyer un message pour m'offrir le même voyage à un rabais plus élevé la semaine suivante, il aurait dû m'envoyer un message pour savoir si je passais du bon temps, pour vraiment me souhaiter plutôt bon voyage que de faire cette offre-là. Donc ça, c'est un exemple qu'on voit beaucoup. Je dirais, le domaine du voyage est quand même bien adapté au web, mais c'est une chose qu'il faut faire attention, c'est que si on a vendu quelque chose à quelqu'un, peu importe dans quel domaine on est, il faut s'assurer de faire un suivi avec cette vente-là, puis de communiquer avec cette personne-là. Si c'est que même si vous avez, par exemple, un site e-commerce ou bien vous invitez des gens à des activités, si vous savez que la personne a déjà acheté, c'est déjà inscrite à votre webinaire ou à votre activité, ne pas renvoyer un email pour l'inviter. Donc, je pense que c'est la base de la relation. L'autre exemple, bon, j'habite en Ontario. En Ontario, les boîtes postales, dans tous les quartiers, les boîtes postales sont pas mal rendues là, les nouveaux quartiers surtout. Donc, je m'en vais à ma boîte postale. Très rarement, mais ça m'est arrivé cette fois-là, j'avais quelqu'un à côté de moi. Et lorsque j'ouvre, bon, j'ai une petite clé qui me dit que j'ai un paquet. Fait que je prends la petite clé, genre, c'est le fun, j'ai peut-être commandé quelque chose. J'ouvre et je reçois une boîte avec des photos de bébés. Fait que là, la personne à côté de moi me regarde, puis là, je fais, bon, OK, bon, pour votre information, j'ai un peu plus que 40 ans, donc une boîte de bébé, j'avais l'air un petit peu vieille, je pense, pour avoir cette boîte-là. Mais quelle n'était pas ma surprise d'apprendre que je venais d'avoir une fille. Je ne sais pas où il y a eu l'information, je ne sais pas, mais c'est certain que, bon, premièrement, je n'avais pas eu d'enfant, je n'avais pas eu de bébé. Je reçois depuis ce temps-là, ça fait peut-être 1 an de ça, je reçois à chaque 6 mois quelque chose qui me dit, ah, votre bébé est rendu à 6 mois, votre fille avec des photos de bébé, avec des produits similaires, du lait maternisé. Donc, ils ont vraiment probablement pris une base de données à quelque part et pas fait de corrélation avec autre chose. Ils n'ont pas fait de validation à savoir si c'était le cas. Ou bien c'est quelqu'un qui m'a joué un tour. Mais bon, celle-là est plutôt drôle, c'est pas une mauvaise expérience, mais dans le fond, est-ce que vous imaginez le coût que cette personne-là, le coût pour cette entreprise-là, que je pense que c'est similaire d'ailleurs, de m'envoyer comme ça des colis avec des échantillons à tous les 2, 3 mois, c'est un coût élevé, alors que j'ai aucun potentiel d'achat et je n'ai rien. Donc peut-être que la façon qu'il aurait pu se voir, si j'avais un intérêt, ça aurait été de m'envoyer vers une page web pour que j'aille chercher plus d'informations, puis basé là-dessus, continuer à m'envoyer des choses. Mais là, je continue à en recevoir malgré le fait que j'ai une fille, mais mon bébé est fille a 15 ans, donc je ne suis pas du tout dans le lait maternisé. L'autre exemple que j'ai, c'est la semaine dernière, je réponds à mon téléphone cellulaire, c'est ma clinique médicale. Bon, des fois, c'est le fun, c'est pas le fun, mais je venais d'aller faire mon examen annuel, j'avais fait des tests, fait que là, prise de sang et tout ça, fait que là, je réponds. La personne me dit plutôt que je suis due pour mon examen médical. J'étais allée 2 jours auparavant. Ça, c'est vraiment, bon, probablement que c'est ce que moi je vois par ça, c'est que probablement que c'est des données qui ne sont pas en temps réel. Fait que peut-être que la réceptionniste ou la personne qui fait le télémarketing sort des listes d'il y a quelques temps, mais quand même mon rendez-vous avait été pris il y a 1 mois. Donc, je n'ai comme pas trop compris pourquoi on m'appelait pour. Donc, c'est une mauvaise expérience. Bon, c'est sûr que c'est rassurant parce que tu dis c'est sûr, je n'oublierai pas mon rendez-vous médical annuel, mais d'un autre côté, ben, on se dit, ben, OK, mais les données, dans le fond, ne sont pas corrigées. Pourtant, quand on va chez le médecin maintenant, il y a des ordinateurs, ils rentrent tout à quelle date on y va, ils ont accès à tout notre dossier. Donc, il y avait probablement dans le système qu'utilisait la personne pour faire son télémarketing, manquait probablement la donnée à savoir si j'avais ou non pris un rendez-vous et quelle était la date de mon rendez-vous, ou ça peut être une erreur humaine aussi. C'est ça pour dire, dans le fond, que ce n'est pas des mauvaises expériences, mais c'est juste que, peut-être pas toutes des mauvaises expériences pour moi, mais c'est juste que en bout du compte, il y a un coût réel, parce que quand on prend quelqu'un qui prend 15 minutes à faire un appel, on paye cette personne-là pendant ce temps-là. Donc, de faire de faire une connexion entre les systèmes, d'avoir une connaissance client centralisée, ça permet, oui, d'offrir une meilleure expérience, mais aussi, des fois, de diminuer les coûts à l'interne parce qu'on va vraiment cibler les gens qui ont un intérêt. Comment on se prépare pour l'engagement? Ben, moi, je dis, en fond, il y a 4 étapes. On évalue le niveau d'avancement, où est-ce qu'on en est qu'on est engagé avec notre clientèle, qu'est-ce qu'on connaît, comment on communique avec eux. On va définir ensuite qui est notre client, qui est celui à qui on veut s'adresser principalement.
quelles sont les sources de données qui sont disponibles avec les données justement. Et bien entendu, on va investir là où ça rapporte, c'est-à-dire que là où on peut facilement démontrer que si on améliore l'engagement sur ce canal-là, qu'à ce moment-là, ou qu'on améliore, qu'on augmente les investissements sur ce canal-là, que l'engagement avec le client va être meilleur. Donc, c'est les 4 étapes que j'utilise habituellement avec la clientèle lorsqu'on veut aller pour se préparer au niveau de l'engagement. La première des choses, puis Claudia vous disait au départ qu'on va vous faire parvenir la présentation, l'enregistrement, et on va vous faire parvenir aussi un lien vers un document Word. J'ai fait une conférence, un atelier il y a quelques mois avec les affaires, et j'avais fait un questionnaire sur Omnicanal. En le fond, c'est est-ce que les gens sont prêts à l'omnicanal, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêts à ce que vos différents canaux télémarketing, web, représentants communiquent ensemble? Et j'avais fait un outil diagnostic et un questionnaire sur 2 pages. Voici les 3 premières questions qu'on avait dans le fond, c'est lorsqu'on veut faire le diagnostic, est-ce que vous êtes en mesure de différencier vos clients, de connaître leur achat passé, leur historique avec votre entreprise? Est-ce que vous êtes en mesure d'adapter vos comportements aux actions récentes? Comme on parlait tout à l'heure, j'ai fait un achat, est-ce que vous pouvez adapter vos communications? J'ai fait une visite sur votre site web hier, est-ce que vous pouvez m'adresser différemment? Est-ce que vous présentez des offres personnalisées selon les intérêts de vos clients? Je me souviens, 2004-2005, j'avais fait un mandat de consultation pour Bonjour Québec et le site de tourisme du Québec. Et dans ce temps-là, j'avais travaillé avec un stagiaire qui était là, puis on parlait, dans le fond, de personnalisation, puis tout ça, puis les gens disaient, puis j'avais un stagiaire qui était là, qui sortait de maîtrise en commerce électronique, qui disait, ben voyons, ils font pas de personnalisation. En 2004-2005, c'était vraiment pas très connu. Présentement, il n'y a pas tant de notre clientèle non plus. Je pense qu'on a peut-être un 10% de la clientèle qui vont vraiment personnaliser selon les intérêts, mais on a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Je vais vous donner tout à l'heure des petits exemples de trucs personnalisés qu'on peut faire selon les intérêts de la clientèle. Donc, la première chose à faire, on va diagnostiquer où on en est au niveau de l'engagement. Et la deuxième chose, dans le fond, c'est qu'on doit se créer une vue client unifiée. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer d'avoir un endroit où on est capable de détecter qui sont nos clients. Donc, qui sont nos clients, ça veut dire connaître leur intérêt. Leur intérêt, ça peut venir d'un formulaire web que vous pouvez créer sur votre site. Ça peut venir, mais c'est sûr que les intérêts, il faut faire attention. Il faut les faire évoluer parce qu'un intérêt d'une personne va évoluer avec le temps. On avait fait un exemple à un moment donné avec Québec Loisirs il y a plusieurs années, là, au début des années 2000, où on avait testé à savoir est-ce que les gens, ce qui un formulaire, est-ce que ça avait un lien avec ce qu'ils cliquaient dans un message après ou avec les achats qu'ils faisaient? Et la réponse était non. Parce que les gens, quand ils vous donnent leurs intérêts, ils vous donnent leurs intérêts du moment. Par exemple, je vais sur un site de recettes, je cherche un gâteau parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, mais je vais marquer que dans mes intérêts, c'est des gâteaux. Mais des gâteaux, j'en fais 2 fois par année parce que j'ai 2 bibites à sucre chez nous qui veulent avoir des gros gâteaux à leur anniversaire, mais les autres n'en veulent pas. Donc oui, c'est un intérêt pour le moment, mais avec le temps, les intérêts, il faut vraiment s'assurer d'aller les rechercher, d'aller les peaufiner aussi. Souvent, on va y aller avec les pages, le type de produits qui vont être visités, ces choses-là. L'autre chose, dans le fond, c'est de comprendre ses comportements. Et par la suite, on va bien entendu aussi communiquer avec connecter son profil sociodémographique. Ces comportements, ça peut être ces comportements transactionnels, donc d'achat. Ça peut être également les demandes d'information. Ça, c'est une chose que, surtout avec la nouvelle loi C-28, toute demande d'information qui vient dans toutes les entreprises, vous avez le droit de communiquer avec ces gens-là 6 mois après cette demande-là. Donc, c'est une information importante à avoir dans votre vue client unifiée parce que ces clients-là, vous avez le droit en plus de communiquer par courriel là, avec eux. Les comportements, ça peut être les visites au site web. Je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous qui étaient peut-être là la semaine dernière ou la semaine avant, là, mes collègues Sébastien et Alexandre ont fait un live démo dans lequel ils ont présenté notre nouvel outil Parcours qui permet vraiment de faire le suivi du visiteur sur votre site web. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste dire la personne a cliqué sur un email et rentre sur votre site web, mais on est capable de connecter tout ce que la personne fait sur votre site web, qu'elle vienne du courriel ou après, on est capable. Donc, ces comportements vont jusque-là. Ce que ça va vous permettre, par exemple, c'est que si quelqu'un va sur votre site web, mais vous allez avoir cette information-là. Si vous voulez faire une promotion, par exemple, pour les visiteurs de votre site web spécial, parce que vous dites, bon, cette personne-là est venue sur mon site web, est peut-être plus intéressée à acheter, est venue voir mon activité. Donc, je vais lui faire la promotion de l'activité spécifiquement. Donc, on peut prendre ces comportements-là pour aller vraiment améliorer la connaissance puis personnaliser. Et les profils sociodémographiques, souvent, on va aller les chercher avec des concours, avec des sondages, où là, on va aller chercher de l'information
informations supplémentaires sur la personne. On peut utiliser les bases de données au site Poste Canada pour faire des liens avec les codes postaux qui vont vous dire si les gens dans cette région-là ont c'est tel type de personne avec tel niveau scolaire et choses, mais c'est plutôt générique, mais vous pouvez quand même y aller avec des outils simples pour aller chercher cette information-là. C'est sûr que quand on parle d'intégrer toutes ces données-là ensemble, bien, on se retrouve avec des plateformes qui sont existantes, c'est-à-dire vous avez vos plateformes, puis on ne veut pas changer toutes les plateformes, puis on va le voir sur la prochaine slide. Il y en a plusieurs plateformes technologiques qui vont supporter vos données, dans lesquelles vous avez des données en tant que marketer, que vous avez des données qui peuvent être super intéressantes, qui vont vous aider à peaufiner vos offres. Mais ce qu'il faut, dans le fond, c'est identifier ces systèmes-là et ensuite définir l'interconnexion. Ici, ce que je vous montre, dans le fond, c'est quelques exemples, mais il y a plusieurs autres exemples de systèmes qui peuvent se connecter. Bon, je parlais tout à l'heure au niveau des visites au site web. C'est sûr qu'on veut avoir cette information-là, savoir qu'est-ce que la personne a fait au site web, sur votre site web. Juste peut-être une petite parenthèse par rapport à ça. Les visites au site web, nous, c'est unitaire, c'est-à-dire qu'on traque la personne. C'est pas Google Analytics va vous permettre de savoir, vous avez eu 15 personnes, puis bon, de ces 15 personnes-là, il y en a eu 13 sur cette page-là, 10 sur cette page-là, 5. Nous, on va vous dire, cette personne-là, voici le parcours qu'elle a fait sur votre site web. Donc, c'est des éléments qui sont un petit peu distinctifs. Donc, cette information-là, on veut bien entendu l'avoir dans nos systèmes. Vous développez des applications. Vous avez une application que les gens peuvent télécharger sur iPhone, Android. Bien, souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, ça se peut que ce soit avec des identifiants, mais vous pouvez demander l'adresse électronique. Vous pourriez gérer les identifiants par adresse électronique. Donc, la personne rentre son adresse électronique pour télécharger l'application. Carte fidélité. Maintenant, si vous mettez en place une carte fidélité, votre client va se retrouver avec un numéro de membre. Donc, il va falloir son numéro de membre, ça va être ce qui va nous permettre de tracer toutes les transactions que la personne a faites. Donc, c'est un identifiant. Si j'ai un commerce électronique, habituellement, il fonctionne aussi avec un identifiant. Les outils de commerce électronique, les Magento, Shopify, tous les outils vont fonctionner avec des identifiants. Donc, on se retrouve déjà, si vous voyez la problématique, on se retrouve déjà, si on a une carte fidélité et un site de commerce électronique, on se retrouve déjà avec deux identifiants qui ne sont peut-être pas nécessairement liés. Ensuite de ça, vous avez votre point de vente. Le point de vente pourrait être le système comptable aussi. Dans le fond, c'est habituellement par ID, c'est par identifiant, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un numéro de client dans votre système comptable ou bien dans votre point de vente, vous pourriez utiliser votre carte fidélité. Donc, on pourrait avoir une connexion là, mais aussi certains autres vont utiliser l'adresse électronique. Donc, je ne sais pas si vous vivez au Québec, quand même, nous ici en Ontario, on le voit beaucoup, c'est qu'on va magasiner et les gens vont nous demander de rentrer l'adresse électronique pour pouvoir recevoir par courriel la facture. J'ai également un outil CRM, donc je pourrais avoir un outil de CRM dans lequel j'ai un autre identifiant qui pourrait être le code de compagnie qu'on utilise. Les concours, si vous faites des concours, habituellement les concours qui sont faits, surtout les concours en ligne, c'est par adresse électronique. On dit une inscription par adresse électronique, donc on va le gérer par adresse électronique. Les sondages, on gère aussi par adresse électronique. Les infolettes, on gère aussi. Puis les médias sociaux, chacun des médias sociaux ont des identifiants. Là, ce qu'on veut, c'est prendre toute cette information-là et intégrer ça dans notre base de données de connaissances pour vraiment connaître notre clientèle et être en mesure de vraiment les personnaliser puis de faire un engagement vraiment basé sur ce que cette personne-là a besoin. Donc, vous voyez, dans le fond, on arrive avec une problématique d'identifiant, puis, ben, c'est sûr que les équipes technologiques vont dire, ben là, on ne peut pas connecter ces systèmes-là, il y a certaines difficultés. Oui, effectivement, mais il y a quand même des possibilités de connecter les systèmes. Et je ne rentrerai pas beaucoup dans la technicalité, je veux juste quand même que vous ayez en tête, parce que des fois, je sais que de plus en plus, les gens de marketing ont beaucoup d'interactions avec les gens technologiques. Donc, juste dans le fond, vous présentez certaines méthodes qui sont utilisées et qui peuvent être utilisées sans rentrer trop dans le détail. Donc, c'est sûr qu'à la base, avant, tous les systèmes, puis la majorité des petits systèmes même vont utiliser le courriel comme identifiant, c'est-à-dire que dans un système comme OpenFill ou MailChimp ou peu importe lequel vous utilisez, dans le fond, la clé, ça va être par courriel parce que vous l'utilisez pour faire des envois de courriel, puis vous ne voulez pas envoyer deux messages à la même adresse. Donc, on va gérer par courriel. C'est très bien. C'est très bien si vous avez des formulaires en ligne.
le côté négatif de ça, c'est que si vous avez un fichier Excel, par exemple, que vous maintenez une liste de membres ou vous maintenez une liste de clients de votre côté et que vous importez cette liste-là avec une nouvelle adresse électronique, donc la personne vous appelle ou elle vous dit, bon, mais il faudrait changer mon courriel, bien, à ce moment-là, vous le changez dans votre fichier Excel, vous faites un import, mais comme c'est une nouvelle adresse électronique, si vous gérez par courriel, vous allez vous retrouver avec deux courriels pour cette personne-là. Parce que l'autre courriel, nous, les systèmes ne peuvent pas savoir que cette personne n'existe plus. Donc, si vous voulez travailler comme ça, il faut venir supprimer la fiche qui a été créée et ensuite en créer une autre. Donc, c'est un petit peu difficile au niveau de la gestion des courriels, mais c'est quand même possible. L'autre façon de faire, c'est les identifiants. On va voir ça beaucoup lorsqu'on travaille avec des associations. Dans le fond, c'est que l'identifiant va permettre de faire la mise à jour des courriels rapidement parce que votre système, par exemple, de membership, vous allez faire la mise à jour, vous allez importer ça, puis à ce moment-là, ben, vous allez avoir, ça va être à jour. Le seul hic, c'est si en tant qu'association, vous voulez faire des communications auprès de non-membres, par exemple, pour faire de la promotion de vos services, ben, ça va être très difficile parce que vous ne pourrez pas permettre à quelqu'un de s'inscrire sur le web, sur un formulaire et d'intégrer parce que cette personne-là n'aura pas d'identifiant. Il y a des façons de faire, on peut créer des identifiants temporaires, mais quand même, il y a une petite problématique ici. Donc, c'était beaucoup les méthodes de gestion de clés uniques qu'on utilisait dans le passé qui étaient les plus fréquentes. Maintenant, on parle beaucoup de clés combinées. Puis je sais qu'il y a certains d'entre vous, je sais qu'il y a certains clients, par exemple Métro, Desjardins, il y a certains clients qui sont en implantation de ces systèmes-là. Fait que ça va vous permettre aussi un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'on fait en arrière lorsqu'on a des bases de données puis qu'on a des bases de données avec plein d'identifiants, comment on fait pour les intégrer. Donc, on a pour les systèmes qui sont plus de base, si vous avez deux bases de données, donc on a par exemple, on fait nos formulaires en ligne, on a nos concours, nos sondages, donc on gère par adresse courriel et on a un système qui pourrait être votre système de membership, dans le fond, qui va gérer, lui, par identifiant. Ben, par exemple, le cas CA Québec, dans le fond, eux ont un numéro de membre et ils gèrent aussi des communications à des non-membres, par exemple, pour les agences de voyage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans le fond d'avoir une clé double, parce que nous, on appelle une clé combinée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans chacun des processus d'ajout, de modification d'un contact, on va aller vérifier pas seulement si le courriel existe, mais si l'identifiant existe. Donc, par exemple, mettons que il y a quelqu'un qui essaie de s'inscrire sur mon site web avec son adresse électronique et que je peux voir que cette personne-là est déjà membre, parce que l'adresse électronique est associée à un membre, je vais soit lui dire qu'il ne peut pas changer parce qu'il faut qu'il ait changé dans votre système, ou donc il y a un traitement supplémentaire qui est fait, c'est que vraiment à chaque fois qu'on va recevoir une donnée d'un nouveau contact ou d'un contact à modifier, on va vérifier à la base, habituellement, ce qu'on fait, est-ce que cette adresse électronique-là existe à quelque part? Si oui, on va regarder est-ce que c'est un membre ou un non-membre, puis à ce moment-là, on va aller updater l'information. C'est des systèmes qui sont un petit peu plus complexes, mais qui vont vraiment permettre d'aller intégrer des données distinctes. C'est ça que quand on arrive avec des systèmes avec plusieurs identifiants, là, il faut ajouter par-dessus ça des règles personnalisées de priorisation. Par exemple, vous avez une carte de membership. Vous avez une carte de loyauté, vous avez un système d'achat en ligne, par exemple. Puis là, ben, à ce moment-là, vous avez une personne qui s'ajoute, vous avez une personne qui est membre, donc qui donne toutes ses coordonnées physiques, toute son information. Puis, vous avez cette même personne-là que vous êtes capable d'identifier que cette personne-là avait fait un achat en ligne. Mais quelles sont les données qu'on va vouloir avoir dans la fiche du contact? Donc là, il faut vraiment aller dire, bon, par exemple, je veux que le code postal, je veux que ce soit toutes les coordonnées de la carte fidélité qui remplace ce que j'avais comme dans mon système de commerce électronique, parce que pour moi, c'est ce qui est l'information qui est la plus importante, la prioritaire, puis je sais que cette information-là, elle est bonne parce que cette information-là va leur permettre de recevoir, par exemple, leur coupon rabais par la poste. Donc, on doit, quand on a des systèmes avec plusieurs clés, on ne veut pas se retrouver avec 5 adresses, 5 codes postales. Donc, on doit prioriser les systèmes. Donc, il faut faire une validation avant de faire des mises à jour, à savoir est-ce qu'on modifie tout ou en partie.
D'autres exemples, par exemple, que j'ai, c'est que si vous faites des concours, souvent lorsqu'on fait des concours, on va demander les coordonnées de la personne, son numéro de téléphone, mais si dans ma carte fidélité, je demande déjà le numéro de téléphone, je ne voudrais pas que le numéro de téléphone soumis dans le concours soit mettre à jour le numéro de téléphone de ma carte fidélité. Donc, on tient, mais c'est des choses qui existent, qui se font. Donc, oui, il y a une complexité un petit peu plus technologique, si on laisse ça aux gens de technologie, mais l'important de savoir, c'est que oui, c'est possible, même si on a plein de clés, puis même si c'est des systèmes qu'on veut conserver les systèmes parce qu'on ne veut pas rechanger tous les systèmes, on peut quand même prendre la donnée et l'intégrer dans un centre intégré finalement. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, ça? Si on intègre toutes les données, bien, ça nous permet vraiment d'aller identifier le parcours du client. Donc, ça vous permettrait, par exemple, si vous êtes dans le business to business, donc vous êtes en interentreprise, vous vendez des choses aux entreprises ou vous vendez dans le commerce de détail, de savoir la personne OK, elle est venue voir mon site web. Ensuite de ça, elle s'est inscrite à mon infolette. Ensuite de ça, elle a téléchargé tel document et elle a fait tel achat, telle chose. Donc, ça vous permet vraiment de voir quel est le parcours naturel du client pour se retrouver à faire la conversion, à faire la vente. Parce que, puis dans l'invitation, on vous le disait, là, ils disent 7 à 8, dans le fond, interactions maintenant, quand quelqu'un veut acheter un produit, peut faire jusqu'à 7 à 8 interactions avec quelqu'un. Donc, c'est important de savoir quelles sont les interactions que les gens vont faire pour être capable de vous assurer d'avoir le bon discours tout le long, finalement, du parcours client. Donc, on utilise ces données. Pourquoi? Ben pour faire des exemples de campagnes personnalisées. Là, je vois que le temps avance, fait que je vais m'assurer parce qu'habituellement, on essaie d'être dans 30 minutes. Là, je pense que je vais quand même dépasser un petit peu. Des exemples de campagnes personnalisées, annoncer l'ouverture d'un magasin aux gens de la région. C'est très simple, dans le fond, c'est d'être capable de dire je vise par code postal. Donc, ça me prend l'information du code postal. Si tout ce que j'ai, c'est un formulaire en ligne dans lequel je demande aux gens de s'inscrire à mon infolette avec nom, prénom, courriel, bien, je manque cette opportunité-là. Donc, c'est quelque chose qui est important. Le code postal pourrait venir de votre système aussi transactionnel, pourrait venir de votre système e-commerce. Donc, allez chercher les codes postaux des gens. Offrir des produits complémentaires suite à un achat. On arrive dans un niveau un petit peu plus évolué de prédictif parce qu'il faut à ce moment-là dire les gens qui achètent ce produit-là achètent habituellement ce produit-là. Mais c'est des choses qui se font. Si on a la liste des produits achetés, on est capable de présenter une liste de la même façon que Amazon va le faire sur votre site web. C'est possible de le faire dans le courriel aussi. Afficher la liste des derniers achats. Vous pourriez afficher la liste des dernières transactions qui ont permis à la personne de gagner des points, par exemple, à votre programme fidélité. Sonder la satisfaction suite à une transaction. Quand on parle de transaction, là, ça peut être un achat, ça peut être une demande d'information, une formation. Comme nous, dans le fond, si quelqu'un a une formation avec nous, je pense qu'on le fait, mais peut-être pas de façon automatique, mais lorsque quelqu'un a une formation, on envoie un sondage de satisfaction pour voir si la personne est satisfaite. Donc, c'est pas juste quand on parle de transaction, d'achat, ça peut être tout type de transaction. Invitez vos clients, membres ou prospects à vos événements, ceux qui ne sont pas déjà inscrits. Donc, les systèmes d'inscription devraient être connectés pour vous assurer de retirer les gens qui sont déjà inscrits. Présentez des offres selon le cycle d'achat de votre client, comme je disais, de savoir la personne. Habituellement, les personnes, par exemple, vont aller, par exemple, s'inscrire à votre infolette, puis après ça, ils vont lire de la documentation, puis ces documents-là, bien, vous pourriez envoyer ce document-là précisément à la personne que vous savez qui est rendue à ce niveau-là. Susciter l'intérêt en présentant des contenus à valeur ajoutée. Donc, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, d'être en mesure de dire cette personne-là, je lui envoie ce message-là au bon moment parce que c'est ce qu'elle aime. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois qu'on a intégré toutes les données ensemble, on est capable d'identifier ce que moi j'appelle la poule aux œufs d'or, c'est quel est le canal qui fait la meilleure conversion. Là, dans le fond, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, les systèmes d'attribution, les modèles d'attribution. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller définir pour le social, l'outil de recherche, c'est-à-dire les Google, les recherches sur Google, l'outil de présentation, de display, dans le fond, de promotion et le email. On va aller identifier pour chacun des canaux combien, au bout du compte, ça nous a rapporté d'argent. Bon, là, j'ai mis juste ceux qui sont web, mais bien entendu, il faut ajouter ceux qui sont offline à l'intérieur de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, les modèles d'attribution. Les modèles d'attribution
il y a 5 modèles qui sont déjà définis. Ces modèles-là sont, si vous utilisez Google Analytics, vous pouvez les utiliser. Les modèles prédéfinis, dans le fond, d'être capable de dire à qui on donne finalement la valeur d'une conversion. Puis ça, comme je vous dis, dans le fond, c'est qu'en ayant toute l'information du client, vous êtes capable de créer son historique, donc vous êtes capable, dans le fond, d'identifier quel est l'outil finalement qui a eu la meilleure conversion. Donc, la dernière interaction, c'est pas une face, souvent c'est ce qui est utilisé, même nous avec, on a intégré Google e-commerce, mais on a un outil e-commerce aussi que les gens peuvent utiliser. Ce qu'on fait, c'est de dire combien le email a donné d'argent finalement, combien a été rentable le courriel basé, on a fait un envoi et combien d'achats ça l'a donné. Sauf que c'est comme si on maltraite tout ce qui a été fait avant, c'est-à-dire que le client qui est allé sur votre site de médias social, qui a lu votre document, qui a parlé avec votre représentant, tout ce qu'il a fait finalement, on considère que tout ce qui était avant n'était pas important, que juste la dernière. C'est comme, je fais souvent la relation avec une équipe de hockey, c'est comme si on disait que ceux qui ont fait la passe valent rien dans le but, il y a juste la personne qui a fait le but. C'est pas tout à fait le cas. Première interaction, je pense que c'est le pire à utiliser, c'est comme de dire, la personne est venue par là, puis dans le fond, parce qu'elle a fait cette première interaction-là, c'est ce qui a fait la conversion, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que si c'est ce qui avait fait la conversion, elle n'aurait pas eu à aller à travers les autres interactions. Le modèle linéaire, c'est un modèle, dans le fond, qui va donner la même valeur à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les interactions. Une personne qui va sur votre média social et ensuite qui télécharge un document, qui va avec une conférence, qui devient membre, par exemple, à ce moment-là, vous dites que chacun a apporté 20% ou 25% de valeur dans la roue. C'est pas tout à fait réel parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont amené à une action spécifique par la suite. Donc, c'est comme c'est la même affaire si on parle du hockey, c'est comme si on dit que tout le monde a le même résultat, mais on sait que dans une équipe de hockey, il y a toujours des meilleurs, il y a toujours des moins bons. Donc, les vedettes, habituellement, vous avez des vedettes aussi dans vos canaux. Selon la position, je n'aborderai pas trop longtemps, mais c'est comme si, encore là, on élimine tout ce qui est entre les deux. Donc, le goaler a fait un arrêt, puis il y a eu un but, mais tout ce qui s'est fait entre les deux, c'est pas pertinent. Le modèle qui est le plus, puis là, je vais un petit peu vite, mais le modèle, dans le fond, qui est le plus utilisé, c'est le modèle progressif, c'est celui qu'on suggère d'utiliser. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que vous identifiez le parcours de votre client et ensuite vous donnez une valeur, mais dans une valeur progressive. Donc, comme je disais, si vous avez une personne qui vient la recherche et ensuite de ça, elle a un accès direct et ensuite de ça, puis que vous êtes capable de définir le path, vous donnez une valeur progressive, tout dépendant du nombre de canaux que vous avez identifiés. Donc, c'est le modèle habituellement qui est le plus utilisé quand on commence dans les modèles d'attribution. Donc, comme je disais, il faut inclure toutes les campagnes offline parce que souvent, les modèles d'attribution vont parler des campagnes online, mais on ne parlera pas du offline. Bien entendu aussi, il y a deux choses dans les modèles d'attribution, c'est que vous pouvez définir que ce canal-là vous apporte un très gros taux de conversion. Mais si le coût d'acquisition est très élevé, c'est peut-être pas nécessairement le canal sur lequel il faut investir davantage. Parce que si l'objectif, là, c'est de définir quel est le canal sur lequel vous devriez investir davantage pour voir si vous êtes capable de faire monter finalement son utilisation ou faire monter sa valeur dans votre conversion. Vous avez ensuite, ce qui est de plus en plus utilisé, mais là, je pense que je pourrais faire une autre conférence vraiment là-dessus, c'est des modèles intelligents d'attribution, c'est-à-dire que vraiment, on analyse en détail ce qui s'est passé pour tous les clients, au lieu de donner quelque chose d'une valeur fixe qui est progressive, on évalue vraiment chacun et puis on essaie de voir pour chacun. Ces modèles-là, c'est des modèles, comme je dis, je pense que je vais faire une autre conférence là-dessus plus tard. Fait que si vous êtes resté sur votre appétit, inquiétez-vous pas, probablement d'ici la fin de l'année, on va faire autre chose, mais dans le fond, c'est un modèle qui permet de définir nos règles à nous, à savoir quel est le modèle, quelle est la portion finalement d'utilisation de ce canal-là dans votre conversion. Je vais aller très rapidement parce que je pense que j'avais trop de contenu. Ce qui est important, c'est d'être prêt, c'est de commencer maintenant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre compétition est peut-être déjà là ou s'en va là, donc il faut vous assuriez d'être là au bon moment. Dans le fond, c'est le concept du petit pas. Moi, je dis toujours, je vous ai présenté quelque chose de très large.
c'est d'être capable, c'est de partir petit, de dire, bon, OK, moi, ce que j'ai besoin, la première information qui est importante, souvent, ça va être l'information transactionnelle parce qu'on ne voudra pas justement envoyer un email de promotion d'un produit à quelqu'un qui vient de l'acheter. Donc, si c'est ça votre première priorité, commencez à évaluer ça. Commencez pas à regarder tout ce que vous pouvez avoir comme données. Allez-y. Oui, il faut l'analyser au départ, mais allez-y par petits pas pour vous assurer de le faire correctement. Et en même temps, en le faisant par petits pas, vous allez pouvoir vraiment confirmer si l'investissement en vaut la peine. Parce qu'il y a des résultats, puis ça varie, mais il y en a qui disent que ça va 20% d'augmentation de faire de la personnalisation basée sur l'engagement, puis il y en a d'autres qui disent que ça peut aller jusqu'à 60%. Mais c'est sûr que c'est toujours en lien avec les investissements qui sont faits. Puis il faut faire des analyses, puis commencer, faire différentes choses. Donc, allez-y sur le concept du petit pas. J'avais terminé. Je ne sais pas si on avait des questions. Merci Pascal, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, comme tu disais. Donc, gênez-vous pas, poser des questions. J'en ai pas encore pour l'instant. En fait, j'en avais une qui avait été posée au préalable de la présentation. C'était comment déterminer si un client a lu mon infolette, même si aucun message d'ouverture ne paraît. Je ne sais pas si la question, c'est à savoir, comme parce que vous savez, dans Outlook, avant, on disait, on envoyait il y avait des, ça existe encore, mais on demandait à quelqu'un de confirmer qu'il avait ouvert. Je ne sais pas si c'est là la question, mais dans le fond, pour savoir, nous, si une personne a ouvert un message, il faut que la personne télécharge les images. C'est que dans les images, on a ce qu'on appelle un read tag. Dans le fond, c'est une image transparente qui est ajoutée avec des codes qui nous permet, lorsque cette image-là est téléchargée sur notre serveur, d'identifier le message et la personne qui a fait l'ouverture. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Soit j'ai été claire ou j'ai perdu. C'était beaucoup d'informations. J'aurais dû, au niveau de l'attribution, j'aurais peut-être dû le mettre pour une conférence plus tard, mais on va la refaire, inquiétez-vous pas. On s'en reparlera. Donc, j'ai pas d'autres questions. On va vous laisser aller là-dessus. Et puis, on va vous envoyer, là, comme j'ai dit au départ, on va vous envoyer les présentations, le document. Et on va vous faire un beau petit courriel pour vous envoyer ça cet après-midi ou demain matin. Donc, merci tout le monde. Merci Pascal. Merci à toi.